Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans, ce live, la 10e édition déjà des lundis rentables. Donc, le rendez-vous live, hein, du podcast Investir simple où l'idée est d'interagir en direct, partager avec vous une thématique. Alors depuis la semaine dernière, je lance un nouveau concept qui est l'analyse de patrimoine en direct d'un auditeur et cette semaine, c'est Teddy qui vient, nous partager son patrimoine pour une analyse. Bonjour Teddy. Salut Thomas, bonjour à tous. Déjà merci à toi de jouer le jeu, d'accepter de partager ton patrimoine, voilà d'être là. Alors pour des raisons évidentes de confidentialité, hein, il y a des choix, voilà, de pas forcément montrer le visage quand on partage des chiffres, ce qui est tout à fait, normal, hein. Donc voilà, si pour ceux qui regardent sur YouTube, c'est tout à fait normal, hein, que vous voyez que moi. Mais, on va bien sûr partager l'écran, on va partager son Finari pour analyser son patrimoine. Donc, alors je vous ai pas demandé, mais a priori vous m'entendez tous, du moins sur, YouTube. Bonjour Robin, pardon. Bonjour Romain. Donc, écoute Teddy, je propose qu'avant de démarrer, enfin avant de démarrer l'analyse, hein, proprement dit, est-ce que tu peux te présenter, nous dire, d'où tu viens, quel âge tu as, qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'on puisse un peu s'identifier à ta situation et à ton profil, voilà, à ton profil perso? Ouais, enfin j'ai 44 ans. Voilà, je suis marié, j'ai un enfant de OK. 7 ans. Je suis, Mmh. auto-entrepreneur en fait, dans la musique. Je donne principalement des cours, guitare, piano, OK. et cetera. OK, Voilà, super. qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Tu m'as dit tu viens d'où déjà? Tu nous as dit d'où tu venais? Du côté de Reims. OK, et donc tu m'as dit donc tu es auto-entrepreneur et tu es prof de musique, c'est ça? C'est ça. OK. Est-ce que tu peux Ouais. nous dire, déjà voilà, quels sont tes objectifs avec tes invests? Pourquoi, voilà, pourquoi tu fais ça? Voilà, où tu en es aujourd'hui, enfin, quels sont tes objectifs avec tes investissements? Oui, aujourd'hui, alors c'est à peu près, enfin, je pense qu'après tu me montreras, donc à peu près, voilà, 300 000 € au niveau, avec, résidence principale, en net. Mmh. Alors moi, j'ai des revenus, on va dire, modérés, je sais pas si c'est le mot. C'est-à-dire à Ouais, peu près, autour de 25 000 € par an, OK. voilà. Mon idée de base, par rapport à mon patrimoine, en fait, ce que j'aimerais idéalement, c'est, on va dire dégager des quelques revenus passifs, on va dire pour, augmenter un peu mes revenus. Après au niveau, l'idée aussi c'est j'allais dire de protéger mon patrimoine dans le sens, avoir une bonne diversification, des frais assez faibles. OK. Et puis, plutôt faire de la gestion passive, type, ETF, SCPI, des choses comme ça. Donc là, aujourd'hui, alors tu m'as dit plusieurs objectifs, mais ton objectif principal, Ouais. quel est-il? Est-ce que c'est plutôt, la prévision du futur, retraite, ou est-ce que c'est plutôt vraiment un complément de revenu immédiat, ou tu aimerais un peu mixer les 2? J'aimerais un peu mixer les 2 en fait, enfin, c'est-à-dire, ouais, plutôt, essayer de dégager quand même des revenus passifs pour augmenter un peu mon mode de vie, on va dire. OK. Et puis quand même, essayer de faire fructifier dans l'optique de préparer la retraite, d'ici 10-15 ans. Tu me diras, c'est pareil si c'est possible ou pas. OK. On va voir ça alors. OK, écoute, je propose qu'on y aille. On va partager donc ton Finari tout de suite, Teddy. Alors, du coup, tu as un patrimoine donc net de 300 000 €. 305 000 € exactement. Alors pour ceux qui voient, si vous voyez pas bien à l'écran, je vais essayer quand même de zoomer, mais vous voyez à peu près 152 000 € en immobilier, 107 000 en actions, 17 000 en fonds euros, 15 000 en livrets, 6 000 en actifs, en autres actifs, pardon, 3 000 € de compte bancaire, bon après ça c'est, et 1 700 de crypto. Donc je vais essayer de raisonner un petit peu, avec, alors imaginez-vous la pyramide du patrimoine. Je ne sais pas si c'est quelque chose que les auditeurs connaissent. Je vais essayer de le décrire, dire de l'imager un petit peu. Imaginons la pyramide du patrimoine comme une pyramide, hein, et qu'à la base, on a vraiment la partie la plus sécuritaire de notre patrimoine, donc par exemple l'épargne de précaution, la résidence principale ou encore le fonds euro. Donc ça, c'est la partie vraiment safe, hein, où on aura peu de rendement, mais du coup, peu de risques aussi. L'étage supérieur, le deuxième étage de la pyramide, ça va être ce qui va être investissement long terme, on va dire un peu traditionnel, que moi j'appelle souvent les 2 piliers d'un patrimoine sain et solide, que va être l'immobilier et la bourse.
Et au sommet de la pyramide, c'est on va dire le 3e étage et qui vont être un petit peu les investissements exotiques, donc soit des investissements un petit peu, voilà, décorrélés un petit peu des marchés ou encore, voilà, potentiellement plus rentables, mais aussi beaucoup plus risqués. Donc dedans, c'est un petit peu fourre-tout, mais dedans, moi, je mets les cryptos, le private equity, l'or, le crowdfunding immobilier. Alors, en fonction de l'investissement, bien sûr, hein, ça peut être plus ou moins risqué, mais voilà, dans l'exotique, je mets là-dedans. Donc je te propose, tu dit qu'on va analyser ton patrimoine en tenant compte, voilà, en raisonnant de cette façon-là. Donc si on parle de la base de la pyramide, on va regarder déjà, ton épargne de précaution. Alors je sais que c'est pas le plus passionnant, hein, c'est pour ça qu'on va pas y passer 3 heures non plus. Hem, je vois que sur tes livrets, tu as à peu près 15 000 €. Est-ce que tu me confirmes que c'est bien ton épargne de précaution actuelle? Oui, en sachant que j'ai un LEP en fait qui est rempli, complètement là, 10 Donc 000, c'est celui-là, là, les 10 c'est 459, OK. ça. Mmh. Et celui-là, c'est un livret A ça, le compte épargne à C'est 100 un 000 €? livret, ouais, c'est ça, ouais. OK. Alors, j'en profite pour le préciser alors je pense qu'il y en a beaucoup qui le savent, mais je le répète au cas où. Ceux qui sont éligibles au LEP, donc au livret d'épargne populaire, c'est imbattable en termes de rendement sans risque. Ça a été à 6 jusqu'au 1er février, là il est passé à 5. Donc c'est le seul placement sans risque qui couvre l'inflation, voire qui la surperforme un petit peu. Donc ceux qui sont éligibles, alors le plafond est de 10 000 €, donc vous pouvez pas non plus mettre beaucoup d'argent, mais ceux qui sont éligibles, privilégiez bien évidemment ce placement sans risque à tous les autres, au livret A, LDD ou fonds euros. Donc sur ça, rien à dire, tu dit, tu as fait du très bon travail sur ton épargne de précaution, tu l'as mis là où il faut. Et après donc les 5 000, tu m'as dit c'est sur le livret A, c'est ça? Ouais, c'est ça. On va OK. dire que c'est un peu la réserve, par rapport à l'année. Si tu veux, enfin comme on va dire un revenu sur l'année qui est assez, enfin qui change, beaucoup en fonction des périodes, quoi. C'est-à-dire que je vais avoir des Ouais, mais en rentrées assez entreprise, ouais. fortes, voilà, sur, fin de l'année et puis ensuite ça se calme. D'accord, OK. Donc du coup, tu t'en sers un petit peu de trésor finalement Ouais, je par m'en rapport à sers ton de entreprise? réserve, en fait, c'est ça, ouais. Alors pour le coup, moi, alors là, on va parler un peu plus de budget et bon, je sais que ça va pas concerner tout le monde, mais ça peut intéresser les auto-entrepreneurs. Moi, je te conseille quand même de faire attention à ne pas mixer ton épargne de précaution et ta trésor d'auto-entreprise. Parce que ton auto-entreprise, ça va être ton fonds de roulement qui va dépendre, voilà, de tes rentrées, tes sorties et du coup, on va dire de tes revenus un peu annuels que tu vas lisser dans l'année et pour moi, je le distinguerais vraiment de ton épargne de précaution. Pour moi, c'est bien d'avoir heu, ton livret A ou ton compte courant classique pour faire ton fonds de roulement et ta trésor et du coup, ben, couvrir les mois où tu as un peu moins de rentrée d'argent pour lisser bien sur l'année et vraiment séparer, distinguer ton épargne de précaution. Donc, tu vois, si aujourd'hui ton salaire est, alors est-ce que tu peux tu veux dire ton salaire ou pas? Je sais pas si on en avait parlé Ouais, avant. ouais, ouais, Est-ce que tu es bah, OK avec ça? ce que je te disais à peu près, autour de 25 000 € par an. OK, donc c'est à peu près 2 000 € par mois, c'est ça? Ouais, c'est à peu près ça, ouais. Donc, disons que voilà, le minimum recommandé, hein, pour une épargne de précaution, c'est au moins 6 000. Donc, disons 10 000, voilà, tu as 4-5 mois, donc ça peut suffire, mais on va dire qu'il faut vraiment que tu arrives à distinguer que voilà, tes 10 000 c'est ton épargne de précaution et les 5 000 ça reste en trésor. Donc, pour le coup, il y a pas de sujet, tu vois? Je pense que c'est cohérent, mais je te conseille de pas compter sur les 5 000 que tu as sur le livret A qui te sert de compte de fonds de roulement en tant qu'épargne de précaution. OK, ensuite niveau de l'immobilier, alors on passe sur un petit peu l'étage du dessus, sur la partie toujours safe. Donc tu as la maison, donc qui est valorisée donc à 194 000. Donc dessus, tu as un emprunt ou elle est déjà payée? Non, non, il y a un emprunt, il reste un emprunt, ouais, ouais. Il y a une partie qui est, financée, OK, voilà, puis une partie, qui reste en emprunt, OK. alors je crois que tu as peut-être emprunt tout en bas, non? Je sais pas s'il y a Oui, exactement, il te reste 67 000 €. Donc ça ouais. veut dire qu'ici, là, ce qu'on voit, c'est un petit peu faussé, hein. Je vais voir si, ouais, parce qu'il y a c'est le patrimoine brut. Là, j'arrive pas à afficher le patrimoine net, mais du coup, là, on voit 371 000, mais c'est un peu faussé. En réalité, il y a 300 000 parce que, bah, du coup, il y a les 70 000 à peu près de crédit. Ce qui fait que, voilà, là, il y a un petit peu moins d'IMO que d'actions sur le graphique, que je présente. Hem OK et ensuite sur le fonds euro, donc pareil, hein, si on reste sur la partie safe, donc tu as 17 000 298 sur une assurance vie. Hem, donc alors j'imagine sur l'assurance vie, tu es que en fonds euros ou tu as aussi les unités de compte sur celle-là? Alors en fait, j'ai fait un arbitrage, il y a quoi? Il y a même pas ouais, il y a un mois. Il y a un mois de Ouais, ça où j'avais, une partie en unité de compte
et du coup, j'ai viré toutes les unités de compte et j'ai gardé que de l'assurance vie, enfin Que le du fonds fonds euro. euro. Ouais. D'accord, et pour quelle raison tu as fait ça? Des par rapport aux frais, en fait, j'avais principalement c'était l'équivalent de d'ETF, hein, c'était, Ouais, et je sais plus, alors c'était pas non plus, enfin ça devait être autour d'1% à peu près, par an, OK. au Tu es niveau des chez qui en frais. assurance vie? Chez Affaires. OK, et tu en es content de l'assurance vie? Alors jusqu'ici, j'en étais content. Maintenant, j'ai vu qu'au niveau, parce que ils ont fusionné ou ils se sont fait racheter, je sais pas exactement, par Abeille, et je crois qu'au niveau des, quand tu déposes, je crois qu'il y a, enfin Il y a des frais sur versement? ouais, il y a des frais qui sont très importants, ouais, sur le Ouais. versement. Ce que je vais te dire, enfin, je sais pas à quel point tu as écouté tout ce que je raconte dans les podcasts, mais je le répète assez souvent, enfin, tu vois, dans les, que ce soit les assurances vie ou même n'importe quelle, à partir du moment où on ouvre une enveloppe, hein, que ce soit un PEA, un compte titre, une assurance vie, un des trucs les plus importants à regarder, c'est les frais, et surtout sur les assurances vie. Parce que sur les assurances vie, tu as énormément de couches de frais qui peuvent s'accumuler, et pour moi, les frais interdits, c'est frais sur versement, frais de sortie, frais d'arbitrage. Ça, c'est des frais que tu peux gommer très, très facilement. Après, les seuls frais incompressibles, ça va être tes frais de gestion. Les meilleures assurances vie ont proposé 0,5-0,6. Donc voilà, tu peux, on va dire, largement économiser sur ces frais-là, on va dire, en prenant une assurance vie en ligne, notamment des courtiers en ligne. Donc ça peut être intéressant de regarder ce qui se fait ailleurs. Ça t'empêche pas de garder celle-ci, si tu veux, mais éventuellement peut-être faire un rachat et les mettre ailleurs, parce que sur le long terme, en fait, c'est ta performance qui est impactée, en fait. C'est, les intérêts composés qui sont freinés, et c'est à risque équivalent, en plus. Là, je te parle vraiment à risque équivalent, hein, que tu mets du 100 fonds euros ou du 100 d'unité de compte, d'un courtier en assurance vie à l'autre, bah, tu peux avoir 2 fois plus de frais et donc 2 fois moins de perf. Ouais, Donc alors c'est une assurance vie aussi que j'ai ouvert il y a 4 ans à peu près, mmh mh. et enfin du coup, j'avais une plus-value, et c'est vrai que quand je suis sorti, forcément j'ai une partie, qui a été, enfin qui est imposée, on va dire par rapport à, enfin ma plus-value Alors, c'est va être super imposée. intéressant, ce que tu dis, parce que on va dire, c'est le sujet que je vois le plus souvent en coaching, en conseil en investissement. En fait, il y a toujours ce cas-là qui se présente. Il y a toujours ce côté, j'ai une assurance vie, on va dire, un peu moyenne, souvent dans des banques traditionnelles, ou voilà, ou enfin, ou des assurances vie un peu moyennes. Donc généralement, quand je dis moyenne ou pas bonne, hein, même carrément, c'est, beaucoup de frais et une faible profondeur d'offre. C'est vraiment ça qui caractérise une mauvaise assurance vie selon moi, et une bonne assurance vie, ça va être, bah, les frais au minimum, on va dire des frais de gestion au minimum, et c'est les seuls frais qu'il y a, et dans l'idéal, un maximum d'unités de compte, donc un maximum de support, notamment dans l'idéal des ETF et des SCPI qui ont un versement de pourcent des loyers. Et souvent ce qui bloque le client, ça va être: «Ouais, mais l'assurance vie, je l'ai depuis longtemps, j'ai de la plus-value, machin», et souvent, 99 des cas, je fais le calcul, hein, je leur fais la simulation et je leur dis: «Voilà, si on sort aujourd'hui tout ton argent avec la plus-value, en payant les impôts en question, VS si tu pars sur une nouvelle assurance vie, si tu compares en fait les frais que tu vas économiser, tenant compte des impôts que tu as payés, généralement en 1 ou 2 ans, et ben tu es gagnant». Donc c'est vraiment un exercice que je t'invite à faire, Teddy, c'est de regarder quels sont tes frais, regarder une autre assurance vie, peut-être un petit peu meilleure, regarde le nombre de frais enfin le montant qu'elle prend en frais. Tu prends sur les 17 000 € que tu as, tu calcules, OK, tous les ans, ils me prennent tant. Tu fais la simulation sur une nouvelle assurance vie, combien de frais ils me prennent, et tu regardes si tu rachètes tout, avec l'imposition actuelle. Donc si ça fait 4 ans, bah, tu vas être imposé à 30, hein, parce que tu as fait tes versements après 2017, donc tu seras imposé qu'à 30 sur tes gains. Tu regardes combien ça fait 30 de tes gains, et tu compares en gros les frais qu'ils prennent plus les impôts, VS les nouveaux frais qu'on va te prélever tous les ans, sur ta nouvelle assurance vie. Et tu fais ton calcul et tu vois en combien de temps tu es rentabilisé. Après, j'ai vu qu'ils distribuaient, 2,22% sur les fonds euros, en 2023. Je sais pas si c'est dans la moyenne ou si c'est pas terrible? Il y a mieux. Ouais. Il y a mieux, il y a mieux. Sur les assurances vie auxquelles je pense, qui sont les meilleures actuellement, qui sont pas forcément les meilleurs fonds euros, ils sont aux alentours de 2,5 cette année, en tout cas en 2023. Mais si tu prends vraiment une assurance vie que pour le fonds euro, tu peux taper du 3 maintenant. Ça se fait, quoi. Mmh. Il faut les trouver, mais c'est possible. Donc tu peux faire mieux dans les 2 cas, et pour le fonds euro et pour, l'ensemble de ce que je t'ai dit. Mmh mh. OK.
Donc ça peut être intéressant que tu checkes ça. Et pour connaître les frais, enfin, faut se renseigner directement auprès de Bah, tu vas sur tu vas l'assurance sur vie? les courtiers en assurance vie, hein, c'est en général, c'est ce que je dis, alors je sais plus dans quel épisode je le dis, mais généralement, quand une assurance vie, met en avant ses frais et sa profondeur d'offre, c'est que c'est une bonne assurance vie, et quand une assurance vie met en avant le côté fiscal, c'est-à-dire l'avantage fiscal lié à l'assurance vie, qui est en fait la même sur n'importe quelle assurance vie, c'est que généralement, elles mettent pas en avant les frais, donc c'est pas généralement pas les meilleurs, quoi. Mais oui, tu peux aller, tu checkes sur n'importe quelle, assurance vie, hein. Je t'invite à consulter, j'ai fait un article de blog, qui te met les 3 meilleures assurances vie du moment. J'ai même fait un épisode de podcast dédié. Je t'inviterai à le checker, ou je parle aussi aux auditeurs bien sûr sur ça, si vous voulez aller checker un petit peu les 3 meilleures assurances vie qui se font en ce moment, du moins enfin sur en 2024, et puis allez regarder, vous aurez, toutes les infos, hein. Sur le site, vous aurez toutes les infos. Il y a Eric qui me dit: «L'affaire, c'est pas tellement les frais qui posent problème, mais le rendement du fonds euro qui a baissé et est cette année sous la moyenne». Ouais, ben, ouais, comme je disais, enfin voilà, les assurances vie, par exemple chez Lynxea, ils sont aux alentours de 2,5, et on peut avoir du 3 maintenant. Après, c'est vrai que moi sur les frais, je les connais pas de tête, les frais de l'affaire, mais si tu me dis tu dit qu'il y a des frais sur versement et qu'il y a 1 de frais de gestion, alors 1 de frais de gestion, ça m'étonnerait quand même. Je pense que ça ferait beaucoup, je Non, pense qu'il y a un peu en moins. fait, je crois qu'il y a pas de enfin, par rapport au fonds euro, il me semble qu'il y a pas beaucoup de frais, hein. Il me semble que ça doit être autour de 0,5 quand même, au niveau Mmh. frais de OK. gestion. Donc ouais, ça, c'est Et très bon, bien. après, en fait, c'est juste que enfin, je rajouterais dans l'idée, c'est que je suis un peu bloqué avec ça, quoi. C'est soit je sors complètement, soit j'attends. Mais je vais pas remettre, il y a pas d'intérêt de, de remettre une somme, à l'intérieur. Ouais. Après, c'est sûr que s'ils prennent des frais sur versement, voilà, évite, mais enfin voilà, après je connais pas, je t'avoue que je connais pas en détail les frais de l'affaire, et en réalité, s'il y a pas de frais sur versement, et des frais de gestion à 0,5 ou 0,6, et que tu as pas de frais d'arbitrage, en réalité, reste-y. Enfin, bien sûr, à part si tu veux mieux performer avec ton fonds euro, bien sûr, tu peux trouver mieux, mais bon, voilà. Parce que c'est vrai que bon, je tape un peu dessus sur l'assurance vie comme si, elle était mauvaise, mais en réalité, je connais pas de tête, on va dire, tous les chiffres liés aux frais ni les profondeurs d'offre, quoi. Il faudrait que je creuse un petit peu plus. Puis après, je peux essayer de voir aussi pour diversifier avec du monétaire, tu en avais parlé dans un ancien Ouais, ça c'est intéressant live. sur la partie safe. En fait, c'est surtout en ce moment, vu que les taux ont remonté, assez brutalement, les fonds euros, ils mettent du temps, en fait, à s'aligner sur les fonds monétaires, parce qu'en fait, tu dois le savoir, hein, le fonds euro, c'est composé en majorité d'obligations, mais du coup, là, ils servent encore les rendements des obligations d'avant, donc il faut attendre que les nouvelles obligations émises, servent les nouveaux rendements pour pouvoir en profiter, donc ça met du temps. Alors que sur un fonds monétaire, c'est directement indexé sur les taux Ester, donc les taux de la BCE, et eux qui sont automatiquement, réajustés tous les mois. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ton fonds monétaire, tu gagnes 4 par an. Alors, c'est pas ça qui est pareil, hein, tu es toujours inférieur à l'inflation, ça reste toujours, voilà, pas de les placements idéal, mais pour, on va dire, ton coussin de sécurité, ta partie safe, ta partie garantie en capital, ça peut être intéressant de faire un petit arbitrage sur ton fonds monétaire, en attendant que, tant que les taux ils restent à ce niveau-là en tout cas, et tant que le fonds euro il rattrape pas le fonds monétaire, même si, voilà, on sait toujours que le rendement du fonds euro que l'année d'après, hein, donc voilà, mais en attendant, ça peut être pertinent de faire un arbitrage de ce fonds monétaire, parce que c'est pas garanti un capital comme le fonds euro, mais c'est risque 1 sur 7 quand même, donc c'est quand même considéré comme, très, 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 très peu risqué. Donc ça peut être une idée, ouais. Bah tiens, Eric nous en dit un peu plus sur les frais de l'affaire. Merci Eric de faire la recherche. 0,47,5 de mémoire, frais d'entrée 0,5 uniquement sur fonds euros, 0 sur UC, toujours de mémoire. Bon, il nous le dit de mémoire, il n'en est pas sûr. Donc à vérifier pour ceux qui sont chez Affaires. Bon, 0,5 de frais de versement, c'est pas beaucoup, mais bon, ça reste quand même, c'est pas 0 alors qu'on peut avoir 0 ailleurs. Je vous propose qu'on avance un petit peu, qu'on reste pas trop non plus sur le fonds euro, parce que on a quand même envie de voir un peu ce qui va performer. Donc, je te propose qu'on passe sur la partie action. Donc là, je vois que tu as un compte titre chez Trade Republic d'un montant de 96 000 € et un PEA de 10 745 €. C'est bien ça, t'as dit? Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors, avant même de rentrer dans le détail, ma première question, c'est pourquoi tu as beaucoup plus sur le compte titre que sur le PEA? Alors en fait, cette situation-là, elle est très, très récente puisque j'ai vendu mon appartement il y a tout juste 15 jours. OK. Et donc, il y a une grosse somme, enfin, tu vas voir après, mais Mmh. qui est en cash. Ouais, Et OK. j'ai voulu, on va dire, profiter de
du compte courant qui est rémunéré, chez Trade Republic Ouais. avant de faire, mon arbitrage en fait et d'investir au niveau ETF. Donc OK, c'est pour ouais, ça que j'ai mis, j'ai mis beaucoup. ouais, ce que je vois 80 000 en cash. Ouais, du coup, il y a Ouais. 96 000, sur le compte Trade Republic et 80 000 en cash. Alors, tu dois le savoir, mais tu sais que Trade Republic, c'est 50 000 € un maxi, le maximum sur le cash Ouais, rémunéré. alors j'ai vu ça après effectivement, j'y suis allé un peu fort. OK, mais tu prévois quand même de les investir? Enfin, est-ce que tu as vraiment mis ça pour la partie safe et que tes 50 000 ils travaillent à 4, ou tu prévois quand même d'allouer cette partie en actions? Alors je vais allouer, une partie en actions, voire une grosse partie en actions. Mmh. Après, c'est toujours un petit peu enfin, on connaît un petit peu comment faut faire, mais c'est plus difficile à À faire. appliquer, C'est-à-dire exercer que ces voilà, montants-là, c'est c'est ça. ça? C'est ça, c'est ça, c'est ça. Par rapport à la situation actuelle, en fait, j'ai du mal à dire, je vais mettre Je tout, rentre d'un tout coup, d'un ouais. coup. Voilà, c'est ça. Alors ouais, c'est super intéressant ce que tu dis parce que je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là et je me sens aussi concerné pour être très franc avec toi parce que ces derniers temps, j'ai un peu changé de stratégie sur mon PEA et j'ai encore beaucoup en liquidité alors que je suis le 1er à dire qu'il faut pas timer le marché et je continue à le penser. Mais c'est quand même difficile quand tu as une grosse somme à investir, quand tu sais qu'on est en train de taper les plus hauts historiques, là, quasiment tous les jours, enfin j'exagère pas tous les jours, mais on est proche des plus hauts historiques. Tu dis: «Je veux pas investir tout d'un coup, quoi», et parce que tu te dis: «Bon, bah, si demain il y a un crash, c'est un peu con, j'aurais pu attendre un peu et voilà». Donc c'est un peu ce que tu te dis, Teddy? Est-ce que je lis dans tes Ouais, pensées c'est ou? carrément ça, ouais, ouais. Mmh. C'est selon la théorie, enfin, tu en as déjà parlé, c'est vrai il faudrait tout mettre d'un coup. Mmh. Après, tu as toujours le doute, quoi. Ouais, je vais rappeler un peu la théorie pour ceux qui ne connaissent pas. En fait, il y a deux façons de faire. Quand on est dans ce cas-là, en fait, alors quand on épargne mensuellement, qu'on a, on va dire 300 balles d'épargne issue de son salaire, épargner mensuellement, la question ne se pose pas. On peut faire du DCA, c'est-à-dire épargner, enfin investir régulièrement la même somme. Donc, il n'y a pas trop de sujet. Mais quand on a un gros montant de capital à investir, il y a deux stratégies qui s'opposent. Il y en a une qui s'appelle le LSI, le Lump Sum Investing, c'est-à-dire investir tout en une fois. Et l'autre stratégie qui est le DCA, donc investissement fractionné, où du coup on va découper ce capital-là pour lisser le point d'entrée, pas essayer de timer le marché, on va dire, on investit assez régulièrement, bêtement, hein, comme un DCA, mais on va découper sur notre capital. Et voilà. Et en fait, les études ont montré sur plein d'années que le LSI, donc lump sum investing, le fait d'investir en une fois, est plus performant que le DCA. Quand on a un gros capital à investir en une fois, hein, je parle pas encore une fois, je parle pas d'épargne mensuelle. Donc toutes les études l'ont prouvé. Mais le problème, c'est que, ça, c'est la théorie. Le problème, c'est que quand on investit, 80 000 balles dans ton cas, Teddy, si tu investis tes 80 000 balles, même sur un ETF monde qui est quand même très diversifié et très gros, et si demain, je n'en sais rien moi, on a un nouveau covid, on a une guerre et que tu prends moins 30, ça va être dur à encaisser, quoi. Ça va être super dur à encaisser parce que peut-être qu'aussi, enfin, tu vois, tu es peut-être, tu débutant, ou j'en sais rien, enfin bref, tu pas forcément les entre guillemets «les reins solides» pour supporter une telle baisse, surtout avec en plus un montant issu quand même de ton appart, donc voilà. Donc Et moi ce puis que effectivement, comme tu dis, ça fait pas très longtemps que j'investis en bourse. c'est Enfin, donc tu tu le vois, vois tu le vois avec enfin avec, la partie qui est investie d'ailleurs, hein. mmh, J'étais effectivement beaucoup plus, dans l'immobilier avant mmh mh, et enfin, ce qui explique aussi par rapport à bon, l'appartement que j'avais gardé mmh. et là, j'ai voulu le vendre pour 2 raisons. Bon, l'histoire de la location en fait, d'essayer de diversifier au mieux et de faire une part bourse, une part immobilier Mmh. et déjà. C'est un appartement que tu avais en location, hein, c'est ça? Et que tu as vendu? Ouais, c'est ça, ouais, OK. c'est ça. Et ce qui est pas bête parce que tu vois ton graphe du patrimoine, il est beau quoi, il est, enfin tu as quasiment, enfin c'est super bien diversifié entre moitié immo, moitié bourse et tu as une petite partie en exotique, donc moi je trouve ça super intéressant. Enfin, je trouve que ton allocation elle est, alors après, on n'a pas eu le temps de parler de ton profil de risque, bien sûr, c'était pas ton profil de risque aussi, mais si tu un profil de risque en tout cas équilibré ou dynamique, ça peut être clairement pertinent. Et ce qui est intéressant surtout, c'est que, ben, tu te fixes vraiment sur les 2 gros aspects, voilà, du patrimoine, ce qui sont bourse et immo, et tu as pas tout en IMO, comme on a tendance à faire en France, hein, mettre tout en IMO et pas ne pas oser mettre en bourse ou ailleurs. Donc, on va dire que dans le principe, c'est bon. Après, la question, c'est voilà, qu'est-ce que tu en fais de ces 80 000 balles qui dorment, en tout cas, sur ton compte, espèces, donc du compte titre? Après, j'ai une petite idée, hein, je sais pas si je peux je Ah peux bah, te la bien lancer? sûr, Ouais? bien sûr, on est là pour Bah, en ça, fait, grande.
dans l'idée, c'est de rentrer, en DCA progressivement, mettons sur un an, en se disant, bah, voilà, si au moins je commence à rentrer, donc bah, si Mmh. ça monte, les premiers euros seront quand même, placés et puis si ça baisse, bah, j'ai un an pour tout rentrer, quoi. Bah, c'est ça, moi je te enfin, alors évidemment, je répète, hein, c'est pas des conseils en investissement que je donne, mais c'est moi souvent ce que je recommande en mission de conseil, c'est quand on a un gros capital, que oui, la théorie dit que théoriquement, il faudrait que tu mettes tout d'un coup, mais quand on démarre, quand voilà, en plus c'est pas de l'argent, ça fait quand même c'est déjà c'est une grosse partie de ton patrimoine. Moi, j'aurais tendance à te dire: «Vas-y doucement, vas-y en fractionné», même si tu seras peut-être moins performant que si tu avais fait tout en une fois. Mais c'est toujours facile à dire, tu vois, quand on regarde en arrière aussi. Quand on dézoome et que, ben, on a vu en arrière que machin, c'est facile à dire, mais quand on est, là, dans les plus hauts historiques, machin, c'est un peu plus compliqué à faire et moi, je pars du principe que si tu investis en fractionné, tu seras content tout le temps, en fait. C'est-à-dire, tu seras content si ça monte parce que, ben, ton investissement, il montera, mais si ça baisse, tu seras content parce que si tu as une conviction forte, hein, bien sûr, dans ton investissement et que tu es sûr de ta stratégie, bah, du coup, tu vas être content parce que tu vas racheter moins cher, donc tu vas baisser ton PRU, donc ton prix de revenu indiciaire, tu vas lisser ton prix d'entrée et du coup, tu pourras profiter d'une plus grosse hausse si bien sûr, hein, ça continue de monter dans le futur. Donc, je partage ton avis de rentrer plutôt en fractionné qu'en une fois, même si encore une fois les études prouvent que théoriquement c'est mieux à faire en une fois. Du coup, je regarde un petit peu maintenant ce que tu as dans ce portefeuille. Donc tu as, 8 000 € dans un ETF or, tu as 4 500 € dans un ETF, 1 500 € dans un ETF silver, donc argent, et ensuite, c'est des plus petites sommes, 400 € dans un ETF New Energy, donc énergie renouvelable, 436 € dans un ETF, qui suit la performance du MSCI India, donc l'économie de l'Inde. Le World Water, tu as 260 € dans le World Water, donc un ETF thématique sur l'eau, un ETF qui suit le Pacifique hors Japon et un ETF sur l'Europe, enfin les 600 plus grosses boîtes européennes, donc l'indice Eurostoxx 600 et un ETF obligataire aussi qui est le iShares Core Global Aggregate Bonds et un ETF sur l'intelligence artificielle de 127 € et 5 € sur Apple. Ça Ça, ça c'est quand je suis rentré. ça c'est ce que j'allais dire, ça c'était ton bonus chez Trade Republic, c'est sûr. OK, et du coup ça fait ouais, ça fait un beau portefeuille. Alors, moi la première question, avant même de commenter un peu les choix que tu as faits, pourquoi tu as mis autant sur le compte titre et pas sur le PEA? Alors, j'ai bien entendu, hein, que tu avais reçu une grosse somme liée à ta vente, mais pourquoi Ouais. privilégier l'alimentation du compte titre plutôt que le PEA? Alors à la base, quand j'ai commencé à investir, je connaissais pas spécialement, hein, tout ce qui était ETF et tout et j'avais entendu parler de l'or et en fait, Mmh. j'ai mis à peu près la somme, que j'ai laissée, hein, Ouais, dans l'or. Alors la plus-value est assez faible parce que j'ai refait un arbitrage, par rapport aux frais et cetera, j'avais un autre ETC, en or. Mais, OK. on va dire j'avais principalement ça et je suis rentré donc, ça fait, à peu près, ouais, peut-être un peu moins d'un an. Mmh. Donc, bah, depuis un an, en fait, c'est ce que tu vois en sachant que, à la base, j'avais quand même, beaucoup trop de de lignes avec des sommes, presque ridicules. Donc, finalement, j'ai fait un nettoyage il y a quelque temps, ce qui fait Ouais. qu'il y a déjà moins de lignes. Mais je pense qu'il y Mmh. en a encore peut-être un peu trop. J'osais pas te le dire, mais c'est vrai qu'il y en a pas mal. Mais, alors du coup, désolé, je te repose la question parce que je suis pas sûr Ouais, que tu aies répondu. Pourquoi tout sur le compte titre plutôt que sur le PEA? C'est vraiment ouais. que par rapport à l'or ou il y a d'autres, Alors après, c'est surtout par rapport au fait de pouvoir faire du DCA, enfin, sans frais. C'est-à-dire que l'avantage, bah, chez Trade Republic, de pouvoir, mettre des petites sommes sans frais, enfin, alors moi, j'ai un PEA, bah, c'est chez Saxo et par rapport aux sommes enfin, que j'avais investies, je trouvais que ça valait pas le coup. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, surtout par rapport, au fait d'avoir une grosse ligne de cash, dans l'idée, en fait, c'est que tout ce que je peux mettre, sur le PEA, à ce moment-là, je vais faire sur le PEA et j'enlèverai les lignes, qui correspondent, sur le CT. bah, moi, ce que j'allais te dire, en fait, pars du principe qu'on a quand même cette chance inouïe en France d'avoir une enveloppe fiscale qui s'appelle le PEA.
sur lequel tu peux, alors tu es limité en plafond, tu peux verser que, entre guillemets, que 150 000 €, mais qui te permet d'avoir des ETF synthétiques, enfin des ETF, donc tu peux investir dans un ETF monde, S&P 500. Alors tu peux pas investir sur les ETF thématiques par exemple, mais tout ce qui est les gros indices, on va dire qui va être un peu ton socle passif, un petit peu ta partie défensive de ta poche action, bah, tu peux en mettre un paquet sur le PEA et c'est vraiment à privilégier parce que, bah, tu as l'avantage fiscal. En fait, je les répète, hein, pour ceux qui sont pas trop à l'aise avec ça, mais tu, tu peux vendre enfin, tu peux vendre et acheter tes actions, avoir des gains et il n'y a aucun frottement fiscal. C'est-à-dire tu réinvestis tous tes gains sans impôt, sans CSG, tant que ça reste dans l'enveloppe. Donc tu peux vraiment faire marcher l'effet de boule de neige plus vite. Même si bien sûr qu'on prend un ETF à long terme, l'idée c'est pas de vendre et d'acheter régulièrement, mais on peut se tromper de stratégie, on peut changer de stratégie aussi, on peut voilà essayer des choses et tant que ça reste dans l'enveloppe, on a zéro impôt. On encaisse les gains, on les réinvestit. Et en plus de ça, au bout de 5 ans, bah, tu payeras uniquement la CSG que 17,2 sur les gains et les dividendes. Alors que sur le compte titre, c'est 30% tout le temps, quoi qu'il arrive. Donc, sur les ETF éligibles au PEA, donc je vois notamment le MSCI World, je vois le MSCI India qui existe aussi sur le PEA, je vois le World Water qui existe sur le PEA. Alors, c'est pas le même, mais tu as, un ETF haut qui existe sur le PEA. L'Eurostoxx 600, il existe sur le PEA. Et c'est tout. Alors, tu as peut-être le MSCI Pacifique aussi qui peut-être existe sur le PEA. Je suis un peu moins sûr sur celui-là. Par contre, bon, les ETF thématiques et obligataires, c'est sûr que non. Tu as un seul ETF obligataire sur le PEA et il n'est pas trop capitalisé, donc je ne suis pas très très fan. Mais pour le reste, tu vois, moi j'aurais tendance à te dire tout ce qui est éligible au PEA, fais ta strat sur le PEA, et tout ce qui n'est pas éligible au PEA, donc qui va être soit exotique ou soit sur d'autres actifs, comme ton ETF or, ton ETF argent, ton ETF New Energy, enfin bref, tout ça, laisse-le sur le compte titre parce que voilà, on va dire, c'est ta partie exotique de la partie action, tu vois, et qui n'est pas éligible au PEA. Donc, moi, j'aurais tendance à te dire, focus-toi sur le PEA dès que c'est éligible, et tout ce qui n'est pas éligible, eh ben, tu mets sur le compte titre, et là, tu fais ton DCA en mode automatique. J'entends totalement ton argument que tu peux pas automatiser sur le PEA, et c'est vrai, au cas où, pareil, ceux qui ne le savent pas, sur tous les PEA qui sont, à ma connaissance, existent aujourd'hui en France, quel qu'il soit, hein, Boursorama, Fortuneo, Saxo Bank, Bourse Direct, il faut faire son DCA manuellement, donc y aller, on peut même pas acheter de fraction d'action, il faut le faire manuellement, mais en réalité, ça te prend 1 minute par mois. Donc c'est pas quelque chose qui soit non plus chronophage, tu vois? Je pense notamment à ceux qui font de l'immobilier, enfin voilà, c'est beaucoup plus chronophage, par exemple. Je pense que passer 1 minute par mois à faire un DCA, pour l'avantage que procure le PEA côté fiscal, je pense que ça vaut le coup. Alors je suis d'accord avec toi. Après, il y avait autre chose aussi, c'est j'attends aussi le PEA chez Trade Republic. On Et je me l'attend dis, tous, hein. voilà, c'est ça. Et voilà, c'est donc je me suis dit, ça ira peut-être plus vite, mais bon, que de Alors, faire des allers-retours. je peux comprendre, j'ai eu d'autres gens qui m'ont dit ils m'ont dit ça en privé la suite, à ceux qui ont pris la formation ETF Fondation, là, il y en a beaucoup qui m'ont dit exactement ça, qu'ils mettaient tout sur le prévu parce qu'ils attendaient le PEA. Alors, il y a Vincent qui est le directeur France, hein, qui est passé sur le podcast il y a pas longtemps, qui a dit que ça va arriver, ça devrait arriver en 2024. Ah, il m'a dit des dates approximatives. Bon, pour l'instant, je ne vais pas trop en parler parce que voilà, mais oui, ça devrait arriver. Par contre, bah, tant que c'est pas arrivé, bah, c'est pas là, quoi. Ça fait quand même, déjà, ça fait quand même 2 ans qu'ils le disent, c'est toujours pas là. DeGiro, pour pas les citer, ils ont commencé à en parler en 2017, je crois, ou en 2018. On est en 2024, ils l'ont toujours pas fait. Donc, tu vois, voilà, je resterai quand même, enfin voilà, je compterai pas que dessus, tu vois? Ce serait trop bien si ça arrive. Par contre, moi, tant que c'est pas fait, je reste quand même un peu sur mes gardes et sachant que même si tu l'ouvres, n'importe où, après tu peux le transférer, hein. Tu peux le PEA se transfère, quoi. Sache-le. Ouais. Donc après, à toi de voir. Sur ça, honnêtement, je sais pas quoi te dire par rapport à Trade Republic. Je peux comprendre que tu as envie d'attendre et que tu pas envie de faire trop de transferts, mais voilà. Je prends juste une question de Benjamin qui nous dit: «On défend beaucoup les ETF capitalisants, mais tant qu'on n'a pas vendu, on n'a rien, seulement des plus-values à attendre. Vous ne faites aucun stock picking ou ETF à dividendes pour réellement encaisser?» Alors Benjamin, je pense qu'il pose la question à toi, Teddy, du coup. À moins que je me trompe, Benjamin, après moi je peux répondre aussi, mais je te laisse peut-être répondre, Teddy. Mais Est-ce que tu fais du stock, enfin, est-ce que tu fais du stock picking ou tu souhaites faire du stock picking? assez peu, en fait. On va dire par rapport à ce que j'avais, dans mon allocation, j'avais en gros, on va dire 3 de mon capital, global. Donc, à peine 10 de la partie bourse, on va dire. OK. Alors après, on va dire que c'est pareil, sur le stock picking, j'étais plus parti sur, le fait
d'attendre le bon moment. C'est-à-dire de chercher un peu les occasions, on va dire, sur des actions assez solides. Ouais, attendre un petit peu des petits replis ou des petites corrections pour Ouais, rentrer c'est bien ça. sur ceux qui sont survalorisés, ouais. Ça, je peux comprendre aussi. Alors, c'est toujours aussi dangereux parce que de temps, elles arriveront jamais aux valeurs que tu veux. Mais ouais, OK. Alors, je voulais répondre à Benjamin, mais ça tombe bien parce qu'il a dit qu'il pose la question à tous les 2. OK, le passif est plus rentable, mais il faut de l'argent frais parfois. Alors, oui, Benjamin, je comprends tout à fait le côté, encaisser les dividendes. Par contre, alors, je vais peut-être dire un truc que tu sais, hein, mais tu sais que quand tu touches un dividende, la valeur de l'action baisse d'autant. Ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas investir en dividendes, mais moi je pars du principe que quand tu dans une phase de capitalisation et surtout que tu es quelqu'un de passif, c'est-à-dire que tu as pas envie de gérer et de suivre tes actions, les ETF, je pense que restent un meilleur produit. Parce que investir en actions à dividendes, ça veut dire sélectionner ses valeurs, donc, bah, voilà, avoir certaines connaissances, regarder les critères, des ratios et tout, et les suivre. Parce que on peut avoir toutes les cases cochées à un instant T quand on achète une action à dividende, mais peut-être dans 6 mois, on peut avoir une affaire Orpea, hein, pour citer qu'elle, et voilà, on peut tout perdre, enfin on peut tout perdre, on peut avoir l'action qui se casse la gueule parce qu'elle ne respecte plus les critères ou je ne sais quoi. Et en plus de ça, le côté dividende, enfin, généralement, alors je fais des grosses généralités, hein, mais généralement, quand on choisit une stratégie d'action en dividende, on va favoriser la rente par rapport à la performance. C'est-à-dire, on va favoriser le revenu passif que la performance. Donc c'est idéal quand tu es rentier, enfin, que tu prévois d'allouer une grosse somme pour avoir un complément de revenu immédiat, mais c'est souvent au détriment de la performance, surtout si les actions agro-dividendes. Après, j'anticipe ta réponse, Benjamin. Tu as aussi les actions à dividendes croissants. Pour ça que ça peut être un peu la bonne école entre les 2. C'est-à-dire que tu prévois, tu as pas forcément besoin des revenus tout de suite, mais que tu les prévois pour plus tard et tu vas plutôt miser sur des actions à dividendes croissants pour profiter de la croissance du dividende et ben, avoir toujours tes revenus passifs quand même, mais qui vont croître dans le temps et au moment où tu auras vraiment besoin de ça pour vivre, bah, éventuellement là, tu pourras en profiter. Donc, alors je sais pas si j'ai répondu à ta question, Benjamin, mais voilà, je te donne un petit peu mon avis moi sur le combat ETF vs dividende. Effectivement, pour moi, c'est enfin le côté passif me convient davantage que le côté actif parce que c'est vrai que même si, heu, même si je m'intéresse, on va dire, je peux m'intéresser à des actions, à court terme, c'est toujours plus délicat, bah, Ouais. de les suivre sur du long terme, quoi et c'est on va dire, c'est pas ma priorité. C'est-à-dire aussi par rapport, enfin battre le marché et cetera, bon, j'ai pas spécialement envie, puis j'ai pas envie de passer beaucoup de temps sur le sujet. Ouais, mais je comprends tout à fait. C'est pour ça que, moi je pense que c'est bien d'avoir un socle passif. Alors, en fonction des profils, hein, pour beaucoup de gens, avoir 100 du passif, ce sera vraiment top. Mais si tu veux un peu t'amuser ou avoir un peu, voilà, le plaisir de recevoir du dividende ou quoi, ça peut être intéressant d'avoir ton socle passif d'un certain pourcentage et avoir un socle actif où tu vas un peu t'amuser et toucher tes dividendes. Alors, je reprends juste la question de XB qui me relance. Alors, il dit: «Et quid si l'on veut revendre lorsqu'il y a une récession sur plusieurs années?» Alors, je suis désolé XB, tu as dû peut-être poser la question à un moment où on parlait de quelque chose. Est-ce que tu peux juste préciser ta question? Parce que tu parlais de quoi? Des ETF en général ou si tu peux juste préciser sur quelle stratégie tu parles de la revente en cas de récession? En attendant, je vois que Benjamin nous dit: «À titre perso, je fais ETF cap 50 et 50 stock picking avec 20 lignes pour diversifier, diminuer le risque, action de qualité, versant dividendes croissants». Bah, écoute Benjamin, je partage à 100 ta stratégie parce que la mienne, elle est très, très ressemblante à la tienne avec j'ai une peu plus de TF, pareil que toi capitalisant et ma stratégie stock picking, elle est très similaire à la tienne avec du qualité et dividendes croissants. Donc c'est pour ça que je partage ce que tu dis, mais en fait, je pensais que tu parlais surtout de gros dividendes pour avoir une rente immédiate, donc c'est ça que je mettais un petit peu les alertes. Mais si tu fais du dividende croissant avec de qualité, tu vas mixer un peu le meilleur des 2 mondes, je trouve, parce que tu vas mixer les dividendes, donc la rente passive et l'action de qualité qui généralement va faire des très belles performances sur long terme. Bien sûr, si tu sais aussi les sélectionner, que tu as les bons critères. Mais en tout cas, Benjamin, je partage complètement ta stratégie. Alors, XB me dit pour un ETF capitalisant. Alors, donc du coup, que faire un ETF capitalisant si tu veux revendre lorsqu'il y a une récession sur plusieurs années? Ben, s'il y a une récession sur plusieurs années et que le marché est en baisse, l'idée, comme en fait tout investissement en bourse, c'est, bah, de faire du long terme et pas de vendre quand il y a une baisse. Parce qu'au contraire, quand il y a une baisse et que tu investis sur le long terme, l'idée, ça va être de continuer ton DCA, de continuer à investir régulièrement sur ton ETF pour justement profiter de la baisse, baisser ton PRU et
en profiter lors de la remontée. Même si bien sûr les performances passées ne préjugent pas du futur, on n'en a aucune idée, tant ça pèsera jusqu'à la cave et voilà, on ira tous se mettre dans une grotte, chose que je n'espère pas. Mais si tu investis en bourse, c'est que généralement que tu es optimiste. Donc si tu as une récession, ça peut être plutôt vu comme une opportunité si tu bien sûr si tu investis sur le long terme et que tu as pas besoin de cet argent pour vivre aujourd'hui. Voilà, moi je le vois plus comme enfin, s'il y a une récession, au contraire, je le revendrai pas. J'essaierai plutôt de profiter pour, capitaliser, investir plus pour, baisser mon PE. Je propose qu'on revienne un petit peu sur ton désolé, j'ai pris un peu les questions. Alors, je vous laisse continuer à poser les questions, je les reprendrai après. Je vais avancer un petit peu sur le patrimoine de Teddy. Donc si je reprends un petit peu, hein, ta stratégie bourse, voilà, moi ce que je changerais grosso modo, sans te parler de conseils de choix ou d'avis sur ce que tu as pris, voilà, je récapitule, hein, en gros, ce qui est éligible au PEA, priorité au PEA, et ce qui n'est pas éligible au PEA, le faire plutôt sur le compte titre. Moi, c'est ce que je dirais comme optimisation possible là, sur ce que je vois. N'hésite pas si t'es pas d'accord avec moi, Teddy, hein, tu pas du tout obligé de l'être, hein, je te dis un petit peu mon avis, mais tu as aussi le droit de pas être d'accord Ouais, ouais, non, mais et de si, débattre si. avec moi, hein. Si, si, après, je pense que, enfin, surtout par rapport au DCA que je veux amener par rapport à l'argent qui est placé, là, enfin, qui est en cash, je veux dire, où là, Mmh. effectivement, je suis d'accord. Après, pour les. Enfin, si c'est des petites sommes, je pense pas que je pense pas que j'aurais fait pareil. Ouais, forcément avec des petites sommes, on va un peu plus tester, on y va un peu plus à l'aveugle, c'est normal, hein. Et surtout en termes de proportion de ton patrimoine, tu vois, ça représente quand même un tiers de ton patrimoine total, dont la RP. Donc forcément tu te poses ces questions-là. Après part du principe aussi qu'à partir du moment où tu remets sur le PEA, dans ta tête, c'est un peu plus bloqué que le compte titre. Parce que si tu retires avant les 5 ans, hein, tu fermes ton PEA et en plus tu sais que alors au cas où tu ne sais pas, tu as le droit de verser 150 000 € sur le PEA, mais à partir du moment où tu en retires, en fait, tout ce qui est versé, enfin, le 150 000, c'est le max que tu peux verser. Donc, quand tu commences à en retirer, tu pourras pas verser plus que ce que tu as déjà versé, en fait. Donc, il faut faire aussi attention à ça. Mais Et en cas de du transfert de PEA, par exemple, ça revient à ah non, zéro. ça ouais, non, non, ça revient pas à 0, non, c'est tout l'historique est gardé, bien sûr. Que ce soit D'accord. le nombre de enfin, que ce soit, comment dire? Enfin, voilà, ce que tu as versé ou la fiscalité et même les titres, ils sont transférés, quoi. Parce que là, c'est un PEA que j'ai depuis plus de 5 ans. OK, donc ça veut dire que tu peux retirer et tu auras la plus-value de 17,2. Enfin, tu seras imposé qu'à la CSG sur tes gains Mmh. mais par contre, voilà, si tu retires, donc là, tu vois, tu as à peu près 10 000 €. Ça veut dire que même si tu retires tes 10 000 aujourd'hui, ton PEA, il reste ouvert, très bien. Par contre, tu pourras verser que 140 000 parce que tu as déjà versé 10 000. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais quel est l'intérêt pour moi de retirer du PEA là? Ah non, non, il y en a aucun, hein, Il je y en te a dis pas de aucun? il y Ouais, en a ouais. aucun. Moi, au contraire, là, moi, je te conseille plutôt de l'alimenter. Moi, je te Ouais. conseille plutôt de sortir en plus, si tu as beaucoup de liquidités sur le compte titre, moi, je te conseille plutôt voilà, de retirer les liquidités de compte titre et d'aller plutôt alimenter ton PEA sur les ETF sur lesquels tu voulais les ETF éligibles au PEA que tu voulais mettre sur le compte titre, va plutôt sur le PEA. Parce que tu vas profiter de ton avantage fiscal. Surtout Mmh. que là, tu vois, je rentre sur ton PEA, je vois que tu as un ETF monde. Ben, tu vois, pourquoi en avoir un autre sur le compte titre alors que, ben, sur le PEA, tu en as 2 qui sont plutôt bons en plus. Donc, alors je te dis pas de mettre tapis sur l'ETF monde, évidemment, il faut que tu fasses ta stratégie, que ce soit cohérent et tout, mais ce que ce que tu comptais faire sur le compte titre qui était éligible au PEA, voilà, moi j'irais plutôt là-dessus, quoi. Alors je reviens sur les questions. XB qui me dit: «Je parle d'une personne qui est à la retraite et qui souhaite revendre». Alors, ça dépend quelle est ta stratégie à la retraite et comment tu veux profiter de ta rente. Sur ça, il y a un peu 2 écoles quant à la retraite. C'est soit, tu as un ETF capitalisant et tu retires, tu sais, tu as la fameuse règle des 4 et tu retires 4 par an, par exemple ou alors moi, alors je crois voir où tu veux en venir XB et je vais te donner mon avis là-dessus. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent: «Tu investis sur un ETF capitalisant, toute ta vie, on va dire, hein, j'en sais rien, à ta retraite, tu as 300 000 balles sur un ETF monde, par exemple, et plutôt que de prendre des actions en dividendes, tu vas retirer, on va dire 4 ou 5 par an et ça va te servir pour vivre. Moi, je suis pas forcément d'accord avec cette stratégie-là, parce que justement, pour exactement ce que tu mets en avant, XB, c'est que en cas de baisse, justement, tu vas retirer et tu vas retirer de la perte, en fait. Alors quand tout le monde, c'est bien beau, mais le problème, c'est qu'on sait très bien que la bourse, ça ne fait pas que monter et c'est pour ça que moi, dans une stratégie de rente à la retraite, je suis pas très fan
de la stratégie de retirer sa part d'ETF. Parce que quand le marché est en baisse, bah, tu vas acter des moins-values et c'est de la moins-value qui sera perdue pour toujours, quoi. Alors que si tu veux profiter de ton argent à la retraite en bourse, aller sur une stratégie plutôt d'action à dividende, moi, ça me paraît un peu plus pertinent parce que, tu vas viser vraiment sur la rente. Ton capital, il va pas bouger. Alors oui, ça peut baisser évidemment, ça peut monter aussi, mais si tu diversifies bien tes lignes, si tu fais un vrai portefeuille bien réfléchi et tout, bah, généralement, tu vas quand même profiter des performances de la bourse. Certes, un peu moins qu'un ETF, un ETF monde, un ETF classique parce que, ben, tu vas avoir des sociétés assez matures, donc ils vont un peu moins performer, mais tu pourras profiter à la fois de ta rente, mais à la fois, c'est de la performance ou au pire, stabiliser le capital. Donc voilà, pour répondre à ta question XB, non, je suis pas très fan je suis pas très fan de piocher dans l'ETF capitalisant pour la retraite, justement parce qu'en cas de baisse, bah, tu as que des moins-values. Il y a 2X qui nous dit: «N'y a-t-il pas une meilleure enveloppe qu'un CTO pour acheter de l'or?» Non, clairement, c'est la seule enveloppe qui te permet d'acheter de l'or papier. Tu peux le faire sur assurance vie avec des certificats or, c'est quand même possible, mais généralement le CTO, c'est quand même plus flexible et sinon après tu as l'or physique. L'or physique après, ben, soit en magasin, soit sur des plateformes en ligne, tu peux acheter de l'or aussi. Benjamin qui nous dit: «C'est pas mieux de mettre les ETF cap sur le CTO et de garder le PEA uniquement pour les actions françaises ou européennes?» Alors, c'est pas bête aussi, c'est une stratégie auquel j'ai déjà pensé, parce qu'effectivement, si tu prends un ETF capitalisant, sur le compte titre, tu auras beaucoup plus de choix. Tu peux prendre, par exemple, pour regarder l'exemple de l'ETF Monde, hein, qui est le plus connu. Effectivement, tu peux avoir ton ETF Monde capitalisant avec des frais ridicules, hein, parce que tu as des ETF Monde qui sont à 0,10 alors que sur le PEA, ils sont à 0,40. C'est très intéressant uniquement si tu changes jamais de stratégie. Ce qui, d'expérience, n'est pas mon cas, tu vois? Moi, j'ai changé de stratégie à peu près 18 fois. Et surtout quand on démarre, et même, hein, quand on a de l'expérience, on peut quand même être amené à changer de stratégie, à faire des arbitrages, à rééquilibrer et quand tu vas rééquilibrer, ton portefeuille CTO, ben, tu vas acter des plus-values et donc tu vas payer quand même tes 30. Donc j'ai envie de dire oui mais non. Si tu es sûr que ton ETF capitalisant, tu le touches pas pendant 30 ans, oui, pourquoi pas? Parce que, ben, comme tu dis, les dividendes sont réinvestis, donc tu as pas de frottement fiscal et tout va bien. Mais voilà, si tu penses, faire du rééquilibrage ou potentiellement changer de stratégie, ben, tu vas avoir ce frottement fiscal de 30 à chaque rééquilibrage ou à chaque vente sur ton CTO. Et garder le PEA uniquement pour les actions françaises européennes, oui, là, pour le coup, quand tu fais du stock picking sur les actions françaises, c'est clairement très dommage de le mettre sur le compte titre, il faut en profiter et le mettre sur le PEA aussi, ouais. Et Xavier qui me dit: «ETF capitalisant jusqu'à 45 ans et ensuite on fait grossir la partie action à dividende». Alors, ça peut être une stratégie ou une autre stratégie, ça peut être aussi, je sais pas, ouais, quand tu sais quand va être ta retraite et ben, quelque temps avant, tu vends ton ETF et tu rachètes des actions. Enfin, voilà, tu peux faire un peu les 2 quoi. Tu peux commencer à rééquilibrer au fur et à mesure, à «sécuriser» entre guillemets au fur et à mesure ou tout simplement le vendre d'un coup et faire ta partie action à dividende, d'un coup, quoi. Désolé Teddy, on revient sur ton patrimoine. Donc on a vu, bah, ta partie action. Est-ce que tu as des questions là-dessus, sur ce qu'on a vu sur ta partie action ou c'est plutôt clair? Non, c'est clair sur l'action, ouais, pas de souci. On va finir la partie IMO, donc il y a donc à peu près 219 000, hein, donc à peu près encore 60 000 € de dette, donc la majeure partie bien sûr sur la résidence principale et ensuite tu as 3 SCPI. Donc tu as, Pierre-Val Santé, Imorant et Novaxia Neo. Alors, j'imagine que s'ils apparaissent ici, c'est qu'ils sont pas sur l'assurance vie. Tu les as achetés en direct, c'est ça? Ouais, je les ai achetés en direct, il y a 3 ans. OK. Pour quelle raison en direct? Pas de raison particulière, on va dire, c'était, j'ai contacté, Primalliance Ouais. et c'est comme ça qu'en fait, Donc c'est eux qui ont on fait va dire c'est eux qui ont distribué, c'est eux qui ont fait le courtage et qui t'ont conseillé celle-là? ouais, voilà, puis j'avais pas de enfin, j'étais en taux marginal, je sais plus si c'était 0 ou 11, donc c'était Bah, plutôt c'était ma faible. question en fait, ce que j'allais te dire. En fait, quelle est ta TMI? En gros, c'est là où j'allais te dire si tu fais une bonne ou une une mauvaise opération. Mais vu ce que tu me dis, vu que tu gagnes à peu près 2 000 € par mois et que, voilà, tu es marié avec un enfant, tu dois être en TMI 11 voire 0. Donc effectivement, les avoir en direct pleine propriété, ça fait sens. C'est pas déconnant, quoi. C'est kiff-kiff avec la fiscalité de l'assurance vie. Donc là, l'avantage, c'est que tu as plus de choix quand tu es en direct. Tu as plus de CPI et donc tu as plus de choix. Et puis en plus, tu retouches les revenus directs sur ton compte en banque, donc ça te fait des revenus réellement passifs. Donc tu pas fait un mauvais choix en tout cas. Si tu avais été en TMI 30, je t'aurais dit: «Hop, attention, tu vas te faire allumer sur la fiscalité». Mais là, je trouve que c'est un bon choix d'avoir choisi le direct et je trouve que même ton choix de SCPI,
je trouve que la diversification entre les 3 est très bonne parce que, voilà, alors je sais pas si il y avait un raisonnement là-dessus. Est-ce que tu en avais eu un toi ou est-ce que Prime Alliance t'avait expliqué pourquoi il te conseillait ça? Ouais, ouais, j'avais effectivement vu avec Prime Alliance, à la base, je voulais un peu de santé, un peu de bureau, Mmh commerce mh. et puis, il y a ensuite, Novaxia, c'est plus récent, hein, ça a peut-être un an et demi à peu près. Ouais et c'est sans frais d'entrée par contre. Ouais, 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 carrément. Mmh. Et dans l'idée aussi, alors je l'ai pas dit, mais c'est vrai que j'aimerais, sur la partie que j'ai actuellement en cash, j'aimerais réinvestir une partie en SCP Mmh mh. justement pour pouvoir, faire des revenus complémentaires et toujours dans l'idée de diversifier, donc en fait, j'ai pris ta formation SCP Express, justement pour, pour avoir un peu Eh beh, fais-moi de la toutes les pub, c'est infos. gratuit, vas-y. Voilà, non, mais qui est très bien en plus. Ah OK, merci, merci. Je l'ai pas payé pour qu'elle me dise ça. C'est vrai. Alors, je tiens juste à préciser sur les 3 SCPI on voit une moins-value, hein, de -8 et -9 j'imagine que c'est les frais d'entrée, hein, que c'est pas la moins-value, de tes SCPI, hein, c'est bien ça, tu dit? Ouais, ouais, parce que, enfin là, ils demandent, sur Finary, ils demandent de les rentrer, Ouais, ouais, donc forcément ça donc s'applique. C'est pour ça qu'on voit ouais. que Novaxia, il y a rien parce que, bah, tu as pas de frais d'entrée, donc forcément tu as pas de rien qui est affiché. Mais voilà, faut compter en général sur les frais d'entrée des SCPI, il faut compter entre 8 et 12 en fonction des CPI et voilà, c'est à peu près ça correspond enfin, alors les CPI se justifient en disant que ça correspond aux frais de notaire d'un bien immobilier. En réalité, hein, c'est pas pour les frais de notaire, hein, ça rémunère clairement le courtier et la SCPI. Mais généralement, il faut compter, voilà, comme dans un bien immobilier, il faut compter 1 à 2 ans, bah, le temps qu'en gros les loyers tombent pour rembourser ces frais-là et bien et c'est au bout de 2 ans qu'on commence à réellement enfin, on a amorti les frais d'entrée et le revenu passif qu'on a sur notre compte, ça c'est que du bénéf, quoi. OK, très bien pour la partie CPI. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Moi, je trouve, voilà, enfin, j'allais te dire que moi, je trouve que la répartition est très intelligente parce que, voilà, tu bien diversifié en termes d'actifs, tu es bien diversifié géographiquement et tu en as une qui est complètement décorrélée du reste, qui est Pierreval Santé parce que c'est de la santé, c'est pas du bureau ou du commerce donc voilà. Je trouve que, pareil, j'ai pas grand-chose à redire là-dessus, hein. Finalement, tu es un très bon élève, Teddy. Il y a que sur là, pour l'instant, les seules, optimisations que je t'ai données, là, c'est sur la partie action. Je vais voir sur la partie crypto aussi, tu avais quelque chose. Tu avais 1 700 €, dont 1 300 en bitcoin et 350 € en Ethereum et que tu as mis sur Trade Republic, c'est ça? Mmh. Ouais, c'est ça. Pourquoi Qui est c'est Trade très Republic? c'est très récent aussi, hein, Mmh mh. je m'y suis intéressé, assez tardivement, hein, mais voilà, je sur le long terme, effectivement, en suivant un peu bah, tous un peu tous les podcasts, j'ai suivi celui que tu as fait, dernièrement aussi, Avec Asher? c'est ça. Ouais, c'était dur de l'avoir Asher, mais il a bien plu l'épisode, hein. Je suis content parce que c'était, c'était un régal déjà d'enregistrer avec lui moi j'imagine que tu as apprécié son talent de vulgarisateur. Ouais, il est assez impressionnant là, dans son Très, sa très façon de bon, hein. parler, c'est un bon orateur, ouais. Très, très, très bon, ouais. Ouais, alors moi, le seul truc que je pourrais te conseiller en optimisation, c'est alors là, c'est un peu le puriste, enfin, alors pourtant je suis pas un expert crypto ni un puriste, mais voilà, moi, je te recommanderais plutôt de regarder plutôt pour les avoir en direct, les bitcoins, plutôt que via un compte titre. Trade Republic, c'est très bien, mais je t'inviterais à plutôt aller sur les exchanges, crypto, alors ça peut être n'importe quel, hein, ça peut être Coinbase, Kraken, Binance, peu importe, hein. Si tu veux le plus basique, le plus simple et le plus ergonomique sera Coinbase. Après Kraken et si tu veux un truc un peu plus avancé, ce sera plutôt Binance, mais là tu optimiseras à fond les frais avec Binance. Mais au moins tu es vraiment propriétaire de ton bitcoin et en plus après moi pour aller encore plus loin, je te conseillerais même après de l'avoir sur un portefeuille froid pour que, bah, voilà, que tu ne l'exes pas sur les exchanges, plutôt que de Mmh. l'avoir sur un compte titre. Alors, évidemment, pas d'obligation, faire ça avec Trade Republic, c'est la facilité et tout, je comprends tout à fait que tu aies fait ça. Mais si un jour tu creuses un peu plus et que tu vas un peu plus loin, moi je t'inviterais à aller plutôt sur des plateformes spécialisées et dans l'idéal après de les mettre sur ce qu'on appelle des portefeuilles froids, cold wallet, Les heu, wallets, ouais. Mmh. ouais, pour que tu sois vraiment propriétaire de tes bitcoins et tes Ethereum, enfin bref, toutes les cryptos que tu as et surtout que tu sois à l'abri d'un éventuel hack, en fait. Parce que si demain n'importe quelle plateforme se fait hacker, notamment même Trade Republic, hein, ben, du coup, bah, tu perds tes bitcoins, quoi.
Parce que je rappelle, hein, c'est pas régulé, c'est pas garanti par n'importe quelle, banque, ou quoi que ce soit, donc c'est ta responsabilité et voilà. C'est pour ça que, alors là, on est sur des montants quand même assez faibles par rapport à ton patrimoine, donc on va dire que pour l'instant ça va, mais dès que tu vas commencer, enfin si bien sûr tu vas plus loin et que tu commences à avoir des sommes plus importantes, je t'invite à creuser cette solution. Ouais, ouais, effectivement, enfin, ça fait vraiment pas longtemps que je m'y intéresse, donc j'ai pris la solution de facilité, mais c'est vrai que en entendant un peu, enfin, c'est vrai qu'en creusant le sujet, je pense qu'effectivement, je pense que je ferai un arbitrage, quoi. Voilà, c'est une petite idée d'optimisation. Alors je vais reprendre un peu les questions, j'en ai raté deux trois. Du coup, Benjamin qui nous disait: «Et ça évite les ETF synthétiques, ouais, on revient sur le sujet, désolé Benjamin, j'avais un peu coupé la conversation. Donc, on parlait, hein, de faire des ETF capitalisants sur compte titre et que je te disais que, c'est bien si tu changes pas de stratégie, si tu fais pas de rééquilibrage. Mais c'est vrai qu'effectivement, tu peux avoir des ETF physiques, donc à réplication physique, que ce qui n'est pas le cas sur le PEA, sur les gros indices, du moins à un moment des S&P 500 notamment. Et en plus, tu as des frais, ben, très, très faibles, hein. Tu parles de 0,03. Alors je sais pas sur lequel tu parles, mais ça m'étonne pas, je sais qu'on peut avoir des frais vraiment ridicules sur le site. Pierre qui nous dit: «Il y a un ETF action en dividende sur l'INSEE à vie qui donne du 4,5 par an, mais mauvaise performance par rapport au World». Bah, c'est un peu le, alors après, quand tu parles d'ETF action en dividende, il y a un peu de tout, hein. Tu as les ETF actions à haut dividende, tu as les ETF de quality dividende, tu as les ETF, à dividende croissant, donc il faut voir un petit peu c'est lequel. Mais généralement, si tu parles d'un ETF plutôt à gros dividende ou à dividende aristocrate, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure finalement, c'est que, heu, tu vas favoriser le rendement au détriment de la performance. Donc ça dépend dans quelle phase de ta vie, dans quel est ton objectif actuel. Donc si ton objectif c'est de faire de la rente, oui, faire du dividende c'est très bien. Préparer ta rente, un dividende croissant c'est très bien aussi. Mais si tu es dans une phase de capitalisation, il vaut mieux un ETF un peu classique, hein, qui va suivre les gros indices pour profiter des perfs des grosses boîtes. Et j'ajoute un petit truc quand même, moi je suis pas ultra fan des ETF actions dividendes si tu es dans une phase de rente. Parce que, hem, le problème qu'il y a avec les ETF, à dividendes et même les ETF en général qui versent des dividendes, hein, ce qui est le cas de quasiment tous les ETF, c'est que c'est ultra opaque sur le versement du dividende. Et pas plus tard qu'hier, j'ai quelqu'un qui m'a écrit aussi qui me demandait, comment savoir quelle boîte verse les dividendes à quel moment dans un ETF? Et je lui ai répondu: «Bah, c'est une bonne question parce que moi-même j'aimerais bien le savoir» et j'ai vraiment cherché énormément et d'ailleurs si quelqu'un sait comment faire, je suis preneur de l'info, mais dans le DC, enfin tous les documents réglementaires, on va pas vous dire quelle boîte verse le dividende à quel moment. C'est vraiment très compliqué. Il les verse, c'est capitalisé ou distribué, hein, ça pour le coup, ça va être versé soit si l'ETF est distribuant, ça va être versé, si c'est capitalisé, ils vont être bien sûr réinvestis. Mais par contre, savoir de quelle boîte il s'agit, à quel moment, c'est très compliqué de le savoir. Donc, si on est dans une phase de rente, pour vraiment toucher des revenus passifs immédiats ou futurs, je pense que faire du stock picking d'actions à dividendes est plus, on a plus de visibilité, en fait. On sait clairement quelle boîte va nous donner quel revenu passif à quel moment. Bref, je me suis peut-être un peu égaré sur ta question Pierre, désolé, mais j'avais besoin d'en parler. Benjamin qui nous dit: «C'est pas mort les SCPI pour les 20 prochaines années». Alors, bon, c'est un petit peu dur avec les CPI. Je sais que c'est pas dans le cœur de tout le monde. Moi, je vais un peu à l'inverse de tout le monde en les défendant un petit peu. Alors, est-ce que c'est mort ou non? Moi, je ne pense pas parce que c'est de l'immobilier. Tu vois, si tu dis ça, pour moi, ben, l'immobilier physique aussi est mort parce que finalement, le prix des parts, il suit généralement le prix, de l'immobilier résidentiel. Alors certes, ça va être des bureaux, des commerces. Après, ça dépend de quel type de CPI. Quand tu parles des CPI de bureau, on peut se poser la question parce qu'avec le télétravail, le Covid et compagnie, oui, ben, c'est ces CPI-là qui ont baissé le plus leur prix de part en 2023. Mais si tu prends des CPI diversifiés, si tu prends des CPI spécifiques dans un domaine, dans la santé, dans la logistique, dans les commerces, après ça dépend des convictions aussi, ça dépend de ta stratégie, comment tu diversifies. Mais moi, clairement, je ne pense pas que c'est pas mort pour les 20 prochaines années, au contraire. Ça reste de l'immobilier, c'est tangible, c'est des locataires solides à l'intérieur, c'est ultra diversifié. Tu as de l'immobilier rentable, donc tu peux quand même faire du 5 net, hein, net, complet, avec zéro gestion, quoi. Par rapport à l'immobilier physique où, ben, tu peux faire aussi du 5 net, mais pas du tout passif. Donc voilà, moi je partage pas forcément ton avis, Benjamin. Je sais qu'il y en a plein qui n'aiment pas ça, qui disent que c'est chiant ou que c'est pas assez rentable. Mais je pense que quand on veut s'exposer à l'IMO de manière passive, qu'on n'a pas le temps de gérer de la location en direct, ça reste un bon moyen d'être investi, en IMO et de toucher des revenus passifs. Teddy, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur, ce qu'on a discuté sur ton patrimoine, sur, ce qu'on a parlé sur les optimisations, sur,
ou des trucs peut-être, que tu aimerais partager Bah, encore? ouais, alors juste peut-être une question, c'est par rapport au la partie PER. Enfin, il y avait une somme dans enfin, qu'on n'a pas vue, mais dans, je sais plus, autres actifs ou quelque chose comme ça. J'ai une partie, en fait, qui est placée, donc c'est sur un PER, bon, ça date d'il y a plus de 10-15 ans. Donc Mmh. c'est une partie qui est bloquée, en fait. Mais je voulais savoir éventuellement, parce que si c'était possible déjà, bon, je connais pas la répartition, donc ça, il faudrait que j'essaye de m'informer et puis après de voir si éventuellement ça se transfère, parce que en fait, je sais pas du tout ce qu'il y a dessus. Là, tu parles du PER, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Alors le PER se transfère. Effectivement, le PER se transfère. Alors c'est un peu laborieux, je te cache pas que il faut compte bien 3-4 mois, hein, pour le transférer. Mais oui, oui, ça se transfère et je te recommande de le transférer, hein, si tu es sur un PER, hein, encore une fois comme une assurance vie, hein, où il y a beaucoup de frais ou peu de support intéressant. Je te conseille de creuser enfin voilà, le transfert. Mais ouais, ouais, ça se fait. Là, tu es chez qui aujourd'hui sur ton PER? Il y a une partie Generali et une partie, bon, c'est pas des gros montants non plus, hein, mais ouais, 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 j'ai 2 j'ai une partie, ouais, c'est ça, Generali, je ne sais plus. Ouais, bah, encore une fois, là, je t'invite à regarder ce qui se fait, hein, ce qui se fait de mieux sur les PER et Ah, voilà, c'est tu prends le Agrica. transfert, ouais. C'est Agrica, le OK. deuxième. Ouais, ben, tu peux les transférer, je t'invite à le faire, hein, si tu considères que ton PEA n'est pas top, ça peut être une très bonne idée, quoi. Ça peut être une bonne idée et même, sur le très long terme, hein, comme les assurances vie, comme, voilà, comme toute enveloppe ou courtier, très chargé en frais, tu t'y retrouveras. Enfin, c'est des frais invisibles, mais en fait, qui ont un tel impact sur le long terme que je t'invite vraiment à creuser le sujet du transfert, ouais. Super. Alors attends, il y a Benjamin qui rebondit sur ce que j'ai raconté sur les CPI, qui dit: «Pour être exposé à l'IMO, il y a les REITs plutôt que les CPI. Quel est ton avis là-dessus? Elles ont l'obligation de reverser plus de 90 de leurs revenus». Très bonne remarque. Effectivement, les REITs, c'est une façon de s'exposer à l'IMO. En fait, les REITs, hein, c'est des CPI, mais qui sont cotés en bourse. Enfin, j'exagère, hein, c'est pas des CPI, mais c'est comme des CPI, hein, parce que ça va être des foncières, hein, c'est un peu ça, les foncières cotées. En gros, ça va être, bah, de l'immobilier commercial ou de bureau, mais qui sont investis en bourse. Donc ça veut dire que, bah, tu as la volatilité de la bourse, hein, contrairement à les CPI où c'est un peu plus stable. Par contre, effectivement, ils ont l'obligation de reverser plus de 90 de leurs revenus, ce qui fait que tu es obligé d'avoir, bah, tu as des dividendes intéressants. Alors qu'est-ce que j'en pense? Je pense que oui, pourquoi pas, ça peut être une stratégie. Par contre, tu as la volatilité, ce que tu n'as pas avec les CPI. C'est-à-dire que si, tu peux t'en servir comme revenu passif, par contre en termes de performance, voilà, ça va aussi, ça peut être, voilà, ça peut, tu peux avoir du plus 30 comme du, moins 40. Donc voilà, c'est un peu moins stable que de la SCPI. Donc je dis oui, pourquoi pas, en fonction de ton aversion au risque, de ta sensibilité à la volatilité, et j'ai envie de dire pourquoi pas faire les 2. Pourquoi pas mixer les 2, et tester les 2 et voir ce qui te convient le plus. Moi, à titre perso, je préfère les SCPI parce que je trouve ça plus stable. Je trouve c'est un peu plus facile d'avoir les infos, les revenus tombent direct sur notre compte, il y a pas de enfin, je préfère les SCPI pour tout un tas de raisons. Heu, voilà, il y a la volatilité qui me dérange un peu avec les rates. Alors, je préfère les rates que les SIC. Les SIC, c'est les SIIC, en gros, c'est l'équivalent des rates en Europe, hein. En Europe, en fait, en gros, les foncières cotées en Europe s'appellent des SIC, les foncières cotées aux États-Unis s'appellent des rates. Je préfère quand même les rates, qui pour le coup, ben, ont des performances quand même un peu meilleures sur le long terme et qui sont un peu plus généreux sur les dividendes, qu'il y en a certaines qui versent des dividendes mensuels aussi. Donc j'irais plutôt là-dessus, à choisir entre les 2. Mais et j'en ai, hein, je te cache pas que j'en ai 2, hein, de rates, mais si, je prévois vraiment des rentes liées à l'immobilier passif, j'irai plutôt sur les CPI. Enfin en majorité en tout cas. J'espère avoir répondu à ta question, Benjamin, et tu as de la chance, hein, tu C'est peux me parler en direct, vas-y. ouais, c'est par rapport à, on va dire la partie, si je veux dégager un revenu passif en est-ce que, est-ce que c'est plus simple de passer par les SCPI? Enfin, je pense que oui. Ou les actions, actions à dividendes ou des choses plus liées à la À bourse? la bourse, ben, on revient un petit peu à la question de Benjamin, enfin, après ça dépend si c'est de l'IMO ou pas, parce que dans les actions à dividendes, tu pas que de l'IMO, bien sûr. Ça dépend, non, c'est enfin, alors avec les CPI, quand tu as un CPI en direct,
Bah, effectivement, c'est simple, ça tombe sur ton compte en banque. Donc c'est comme ton salaire. Donc on va dire en termes de gestion, pour le revenu passif, il y a pas plus simple quoi, parce que, tu as une ligne, de ton loyer CPI qui arrive sur ton compte en banque. Sur les actions à dividendes, si tu es sur ton PEA, bah, il va falloir le sortir, l'argent. Donc dans l'idéal, il faut que tu aies après 5 ans parce que si tu le sors avant, bah, du coup tu fermes ton PEA. Et si tu es sur un compte titre, c'est un peu plus flexible parce que tu as pas d'histoire de fiscalité, donc tu seras imposé à 30 tout le temps. Et il faudra le sortir de ton compte de liquidité, le mettre sur ton compte en banque. Donc on va dire, tu as une action à faire en plus, pour récupérer ton revenu passif. Donc après ça dépend, si tu veux vraiment t'en servir pour vivre, sur les SCPI, ce sera plus simple parce que ça tombe sur un comme un loyer sur ton compte en banque et si c'est une action à dividende, bah, c'est juste qu'il faudra faire un virement en plus. Donc en réalité, ça va quoi. Enfin, je pense pas que ce soit un critère trop grave, tu vois, de se faire un virement en plus, quoi. Il faut juste être un petit peu organisé et surtout sur les dividendes, si tu fais une stratégie action à dividendes, il faut que tu choisisses aussi ton portefeuille un peu en fonction du calendrier du versement des dividendes. Tu vois? Parce que si tu as comme sur les actions françaises qui ont tendance à verser leurs dividendes annuellement tous en mai et que tu comptes que là-dessus, bah, en gros, tu vas devoir faire un gros virement en mai-juin et avoir ce budget-là pour l'année. Alors que généralement, sur des actions américaines, ils vont verser tous les trimestres et tu as des actions qui vont verser en janvier, avril, juillet, par exemple, et tu as une autre qui va faire février, mai, août. Enfin, bref, tu m'as compris, hein. Tu peux arriver à avoir des dividendes tous les mois en construisant bien ton portefeuille et ton calendrier de dividendes. Ouais, et en termes de risque, j'allais dire, après c'est En termes de quoi? De risque? de risque, ouais. Alors forcément, tu auras plus de volatilité avec les actions. Clairement, ce sera beaucoup plus volatile. Alors là, je parle sur le prix des parts, enfin sur le prix de l'action, sur le prix de la part, sur la partie valorisation, mais si tu es vraiment dans une phase de rente, de revenu passif et que toi, ce qui t'intéresse, c'est vraiment que le revenu passif, là, pour le coup, sur les actions dividendes, il va falloir plus te diriger soit sur des dividendes aristocrates ou des dividendes king, enfin vraiment des actions qui versent et augmentent leurs dividendes depuis 25-30 ans. Ils vont avoir des rendements un peu plus faibles, ça va être entre 2 et 4. Par contre, voilà, tu as très, très peu de chances qu'ils coupent leurs dividendes et vu que c'est ton objectif, ça devrait pas te poser de problème. Avec les SCPI, tu as quand même un risque, hein, bien sûr, hein, de baisse de loyer, tu as aussi un risque de baisse de prix de part, hein, comme sur les actions, mais il est quand même considéré comme beaucoup plus faible parce qu'on considère que l'immobilier, c'est un peu plus tangible, un peu plus stable et comment dire? La baisse des loyers aussi, voilà, en choisissant bien tes SCPI, tu peux limiter ce risque-là. Donc en termes de risque, je dirais que la SCPI est un peu moins risquée que les actions à dividendes, même si quand tu prends de la dividende aristocrate ou king, généralement, tu maîtrises aussi ton risque. Encore une fois, je pense que, comme toujours, bien diversifier, avoir un peu des 2, je pense que c'est bien et passer du temps sur la sélection et des SCPI et des actions à dividendes pour, ben, limiter ton risque et de baisse de prix de part, quand le prix de part ou du prix de l'action et la baisse du rendement aussi. Mmh. Très bien. Ça va? C'était clair? Ouais, ouais, très clair, c'est ce que j'allais te dire, la diversification toujours, mais c'est vrai que c'est j'allais dire, c'est la base, d'un bon investissement. Ouais, ouais, c'est ça, bah, c'est comme toujours, hein, la diversification, c'est vraiment le nerf de la guerre sur tout, quoi. Et puis moi, tu sais, je parle toujours de stratégie Inception où tu as la diversification du patrimoine global et au sein de chaque classe d'actifs, rediversifier, donc immobilier dans l'idéal, avoir de l'immo physique et de la SCPI. Quand de la SCPI, tu diversifies, tu prends plusieurs SCPI et voilà, bref, tu vois, tu m'as compris, il faut toujours diversifier au sein de la diversification pour, limiter encore ton risque à chaque fois, quoi. Je vais prendre bon, ça fait déjà 1 h 15, donc on va pas tarder à arrêter. Je prends une dernière question, la dernière question de Benjamin et après on va arrêter. Donc il me dit: «Crois-tu que les assurances vie sont en danger compte tenu des rendements médiocres des fonds euros?» Heu, non, je pense pas que les assurances vie sont en danger parce que clairement, 90 des Français qui pensent placement vont investir en fonds euros de l'assurance vie. Alors malheureusement, ça a dû à un problème d'éducation financière plus que de de placement, mais je pense pas qu'elles soient en danger clairement parce que, ben, il y aura toujours des gens qui veulent sécuriser, enfin qui manquent, de connaissances pour investir, donc ils vont sécuriser sur le fonds euro, donc je pense pas qu'elles soient en danger vis-à-vis de ça, malgré les rendements médiocres. Et il me dit: «En ce moment, toutes les assurances vie glorifient leur rendement en fonds euros alors que même pour les meilleurs, ça reste médiocre ou moyen et elles sont obligées de puiser dans leurs réserves. Ils font de la pub pour avoir de l'argent frais alors que les rendements sont mauvais». Ouais, bah, je suis d'accord avec toi. C'est pas des rendements dingues, enfin, on est clairement inférieur à l'inflation, on est même inférieur au livret A, hein, le rendement moyen là, de ce que j'ai vu sur les rendements 2023, on est à 2,5. Moi, je m'attendais à 3 quoi. Clairement, je m'attendais à 3 de rendement de moyenne et alors certains en distribuaient 3, mais 2,5 de moyenne, ça reste quand même très, très moyen, voire médiocre.
on est moins que les livrets sans risque. Alors, bien sûr, sur le fonds euro, tu n'as pas de plafond, donc tu peux en mettre plus. Mais ouais, c'est pas ouf, hein, et d'où l'intérêt de se former, d'où l'intérêt d'investir sur d'autres placements pour performer plus qu'un fonds euro, quoi. Encore une fois, le fonds euro, c'est bien pour les projets court terme, pour sécuriser le capital, mais il ne faut pas compter là-dessus pour performer à long terme, quoi. Ça, je pense, Benjamin, tu l'as compris, et je pense que tous ceux qui nous écoutent le savent déjà, mais, mais voilà, je l'ai redit au cas où. Ben, écoutez, ça fait 1h15, là, je pense qu'on a explosé le record du live. Merci à tous, merci Benjamin, merci Tony, je vois qu'il y a eu pas mal de messages de remerciements. Désolé. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout. Merci à toi, Teddy, d'avoir joué le jeu, d'avoir Merci partagé ton beaucoup Thomas. patrimoine. Merci pour toutes tes réponses. Bah, avec plaisir. Merci à toi, voilà, d'avoir exposé ton patrimoine. Je sais que c'est pas un exercice facile toujours. D'ailleurs, ceux qui veulent passer sur le live, n'hésitez pas à me contacter en privé, en direct sur Insta ou par mail. Ça va être, enfin voilà, vu les retours que j'ai sur les sujets, clairement, sur le sujet de l'analyse du patrimoine, je sais que ça, a priori, ça vous plaît parce que je reçois beaucoup de messages en me disant de continuer. Donc, j'ai décidé que pour l'instant, là, au moins les 2-3 prochains lundis, je reste sur ce format-là. Donc j'ai déjà les 3 prochains qui sont bookés, on va dire les 3 prochains abonnés qui m'ont booké. Mais ceux qui sont intéressés, venez me voir, hein, pour booker les prochains. Et voilà, j'essaie de prendre toujours des abonnés qui ont des patrimoines qui parlent un peu à tout le monde, sur lesquels on peut s'identifier pour vous puissiez piocher un petit peu les idées qui vous intéressent pour affiner votre stratégie et en apprendre toujours un peu plus. Dernier mot à rajouter, Teddy? Ou c'est bon pour toi? Non, c'est bon pour moi, c'est super. Impec. Ça marche. Bah, écoute, merci beaucoup à toi. Merci à tous et à toutes et puis, à bientôt. Ciao, ciao. Merci Thomas.